De retour sur ce plateau pour la seconde partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, M. Abdelkarim Yacoub Koundougoumi, de M. Précieux, Rodrigue Vossanoudé. Et nous avons été rejoints sur ce plateau par notre éditorialiste Gracien Rukundikiza. Bonsoir Gracien. Bonsoir Graciela, bonsoir à tous. Place tout de suite à notre grand angle économique. La Tunisie a célébré ce lundi le 8e anniversaire de sa révolution, une commémoration dans un contexte de tension marqué par la morosité sur le plan économique et à bien des questions sur le plan politique et social. On fait le point tout de suite avec Vinan Audin. Janvier 2011, janvier 2019, la Tunisie célèbre le 8e anniversaire de sa révolution avec une économie fragilisée et dans un contexte de vifs désaccords politiques. 8 ans après la révolution de Jasmin, les partis politiques se sont multipliés dans le pays. Près de 200 partis ont obtenu le statut légal. La Tunisie fait face à une crise économique, politique et sociale sans précédent. Les solutions proposées par le gouvernement pour faire face à la crise ont aggravé la situation. Les tractations politiques autour des élections de 2019 ont contribué à la dégradation du paysage politique et au désintérêt manifesté par les citoyens et les jeunes, en particulier vis-à-vis de la chose publique de manière à menacer le processus démocratique. Du côté de l'économie, le pays fait face à une régression du taux de croissance. Pour le chef de l'État, Béji Caïd Essebsi, le dinar ne vaut plus rien. Le pouvoir d'achat des Tunisiens s'est détérioré. Malgré une reprise du tourisme et du secteur de l'exportation, la Tunisie a du mal à amorcer sa transition économique. La démocratie continue à avancer en Tunisie, mais l'absence de création de richesse nationale dans le pays, surtout par les entreprises publiques, eh bien, c'est une catastrophe. C'est de là que vient l'appauvrissement. Alors, être en démocratie et pauvre, c'est lamentable. L'achèvement du processus de transition démocratique est le principal enjeu des prochaines échéances électorales. Des élections législatives et présidentielles doivent se tenir en fin d'année en Tunisie, unique pays rescapé du printemps arabe. Béji Caïd Essebsi n'a pas encore indiqué s'il serait candidat à un deuxième mandat. Alors, Monsieur Vossanoudé, en 2010, c'est l'immolation par le feu d'un marchand ambulant qui a marqué le début de la révolution. Le 24 décembre 2018, à quelques jours du 8e anniversaire de cette révolution, c'est un journaliste qui a commis le même geste désespéré. Qu'est-ce que cela traduit, qu'en 8 ans, finalement, rien n'a changé en Tunisie? Non, bon, pas grand changement en Tunisie, il faut le dire, parce que si ce journaliste a quand même accepté s'immoler pour montrer quand même que rien ne va, c'est la preuve tangible que les gouvernants, les gouvernements successifs qui ont pris la tête du pays depuis la révolution dénommée Jasmin n'ont pas pu quand même trouver la baguette magique pour relever l'indice financier du pays. Chose qui amène quand même aujourd'hui le taux de chômage à près de 15,5%. Et puis il y a l'inflation, ce qui le dinar ne vaut plus rien dans le pays. Tout ceci est corroboré par le syndicat, la centrale syndicale qui continue quand même de réclamer une augmentation de la masse salariale. Pendant ce temps, il y a les jeunes qui sont au chômage. Pourquoi ne pas restreindre un peu la masse salariale pour permettre à la jeunesse quand même de travailler? Tout cela fait quand même montre l'étape, sinon l'état actuel critique de la Tunisie. Alors, qui n'évolue pas. Gracien, est-ce qu'il y a une forme de désillusion par rapport aux revendications qui ont été portées pendant la Révolution? Je dirais que, bon, oui, il y en a, mais en fait, il faut différencier vraiment les deux. Le temps de Ben Ali, il faut dire que s'il y avait des problèmes économiques, il y avait plus de problèmes aussi politiques et au niveau aussi des droits de l'homme. Au moins, on peut dire que cette fois-ci, il y a un certain respect des droits de l'homme, il y a une certaine volonté, oui, des libertés, il y a une certaine volonté du pouvoir vraiment à trouver des solutions, mais ce pouvoir qui n'y arrive pas, il s'agit toujours de trouver des solutions économiques, de ne pas suivre les théories économiques qui sont prônées par la Banque mondiale ou le FMI. Il faut trouver une voie propre aux Tunisiens. Notre invité, notre invité parlait de restreindre la masse salariale. La masse salariale, il ne faut pas y toucher. Je dirais même, il faut augmenter, il faut qu'il y ait un pouvoir d'achat pour que les gens consomment. Les jeunes ne pourront avoir que du travail. C'est quand les gens vont consommer.
Et de cette façon, ils pourront même créer leurs emplois. Aujourd'hui, il faut savoir créer l'emploi, il faut savoir aussi oser faire sans suivre vraiment les dogmes de la Banque mondiale ou du FMI. Alors, allez-y. Oui, je disais, Jardy, que si on augmente la masse salariale, puisque ça occupe déjà 40% du budget national de la Tunisie, si on continue comme ça, je ne pense pas que ça puisse faire avancer les choses. Mais par contre, il faut diminuer, histoire de penser à créer de l'emploi au niveau de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les travailleurs, ils vont au marché. C'est une infime partie de la Tunisie qui s'arroge une meilleure vie. Toute chose qui n'avantage pas. Parce que plus il y a la jeunesse qui est au chômage, c'est une autre crise qui se prépare dans le pays. Alors, M. Abdelkerim, pour beaucoup, cette révolution n'est pas véritablement achevée et selon certains observateurs, cet achèvement finalement passe par un changement total de régime. Les Tunisiens aujourd'hui, certains ne comprennent pas qu'il y a encore des caciques de l'ancien régime qui soient maintenus au pouvoir. Vous êtes de cet avis, il faut aujourd'hui complètement rompre avec l'ancien régime à tous les niveaux? Vous savez, quand on regarde à peu près l'histoire des révolutions, qu'ils soient en Amérique latine, en Europe de l'Est ou dans certains pays d'Asie, c'est pas facile pour des sociétés qui passent brutalement d'un régime dictatorial à une démocratie. Donc, il y a vraiment un profond changement sociétal qui s'est mis en place. Dans le cas de la Tunisie, ça a pris énormément de temps. La Tunisie, comme il l'avait dit au début, avait une économie qui tenait. Même si sur le plan politique, c'était une dictature, c'était une économie qui tenait. Mais après ce bascule vers un autre régime, l'État tunisien, c'était une révolution sans un leadership politique. C'est ça, une vision politique qui met la Tunisie sur un chemin donné et qui vont tracer la route de ce pays dans les années à venir. Mais ça n'a pas été le cas. Juste après la révolution, la Tunisie a traversé une transition difficile. Ils étaient divisés, chacun réclamait la paternité de cette révolution. Donc l'économie, la structure économique de la Tunisie en a subi radicalement. Après, l'économie en période d'incertitude, vous savez, les investisseurs n'aiment pas quand un pays n'est pas stable. Donc je crois que la priorité était de ce nouveau gouvernement, c'était la stabilité de la Tunisie. Après la stabilité, la Tunisie a commencé à émerger, à reprendre un peu, mais le terrorisme était venu. Donc du coup, le secteur touristique qui était le secteur porteur de la Tunisie, on a pris un sacré coup avec les attentats terroristes. Donc ça a radicalement fait baisser les recettes de l'État tunisien. Maintenant, est-ce qu'il fallait faire avec les anciens du régime ou pas? C'est le peuple tunisien qui décide après les élections. La Tunisie a connu des élections libres et démocratiques. Le peuple tunisien a décidé. Maintenant, on a eu des anciens caciques dans le gouvernement ou des députés des anciens caciques. C'est ça la démocratie. C'est ça la volonté du peuple. Alors, maintenant, on ne peut pas les exclure ou complètement les ostratiser si le peuple en a décidé ainsi. Gratien, quelle appréciation faites-vous de la gestion de cette crise par le gouvernement tunisien? Comment expliquer que les gouvernements successifs qui ont été nommés n'arrivent pas finalement à trouver des solutions à cette crise économique et sociale? C'est parce que tous les gouvernements qui sont nommés, qui arrivent et qui partent, donc ce sont des gouvernements qui ont la même notion politique, qui ont la même notion économique. La définition, il parlait des anciens du régime. Donc vous êtes pour une rupture totale? Oui, pour moi, je prône une rupture totale de la politique économique et de ce pays. On a un pays où il y a la démocratie, les libertés. Bon, il y a le terrorisme, mais en même temps, si le pays est uni, c'est facile de combattre ce terrorisme. Ils peuvent, par exemple, se dire, on se retrouve dans une période où il y a beaucoup de chômage, on a besoin de mettre de l'argent dans l'économie, plus pour créer les emplois. Il faut créer les emplois. On ne peut pas demander à ce que... La question... Justement, vous me rejoignez. Je termine. Je termine mon idée. Je parle... En fait, il faut qu'ils aient une sorte de... Ce qu'ils ont fait aux États-Unis, il faut qu'ils mettent de l'argent pour créer les emplois. Les grands travaux, dans tout le pays, il y a un besoin. On peut s'endetter, le pays a encore de la marge pour s'endetter.
peut aller jusqu'à aujourd'hui se trouve à 72%. Alors c'est cette politique d'endettement justement qui est décriée. Oui, mais une politique d'endettement pour la production, pas pour donner des prêts à quelques entreprises qui continuent à faire la même chose. Il faut aller dans des travaux. Monsieur Gracien, tout ça, c'est sans compter avec la dette publique qui est abyssale, qui ne cesse d'accroître. Ce n'est pas un problème la dette, ce n'est pas un problème l'inflation. Le problème, c'est le chômage. C'est lui qui... Moi, je préfère que les prix augmentent et que j'ai un travail. Les prix baissent alors que je n'ai pas de travail. Ce n'est pas un bon choix. Non, mais la question, il faut savoir une chose. Moi, je crois que pourquoi les Tunisiens ont fait la révolution? Pour leur dignité. Oui. Parce qu'ils ont une vie qui n'est pas digne. Que ce soit Sidi Bouzid ou le dernier journaliste, celui qui s'est immolé la dernière fois, regardez. Le premier, c'était un chômeur sans qualification qui vend des fruits. Celui qui s'est immolé dernièrement, c'est un intellectuel, c'est un journaliste et qui s'est immolé. Fatigué quand même de la situation de Donc ces gestes expliquent beaucoup de choses. Moi, je crois que pour s'en sortir, la priorité ne doit pas être la sécurité parce qu'aujourd'hui, le gouvernement tunisien oriente la majeure partie de ses efforts dans la lutte contre le terrorisme. C'est un pays voisin de la Libye. Uniquement dans ça. Moi, je crois qu'il fallait arriver à un moment donné à un équilibre entre le poids accordé à la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'immigration clandestine, le poids accordé à cet aspect-là et aussi à l'aspect économique, social, à soutenir les jeunes. Pourquoi aujourd'hui la Tunisie est devenue la pourvoyeuse des personnes qui rejoignent les terroristes? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Tunisiens sont dans l'ACMI ou en Libye partout. Pourquoi? Ces jeunes-là partent parce qu'ils sont désespérés, parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Moi, je crois que l'investissement de la Tunisie, c'est sur sa jeunesse. Donc, si une fois qu'on arrive à fixer cette jeunesse, vous avez parlé de chômage, bien, il faut donner du travail à ces jeunes-là. Une fois qu'on leur a donné, c'est ce travail-là qui contribuera à faire bouger l'économie. On ne peut pas donner du travail sans créer déjà la richesse. Il faut qu'il y ait l'économie, il faut qu'il y ait une croissance. On peut emprunter. La Tunisie peut prendre plein de prêts sur les marchés internationaux pour pouvoir investir, faire un plan Marshall. Pourquoi la communauté internationale, la communauté des bailleurs de fonds ne fait pas un plan pour accompagner ce jeune État qui a fait sa révolution et qui est en train d'émerger? Le problème, c'est que ce n'est pas la communauté internationale. Je vais finir. C'est pas l'argent qui manque, en fait. Je vais finir. Moi, j'ai dit, voilà, il faut accompagner cet État qui fait face, tout seul, face à ce défi incroyable qui est la lutte contre le terrorisme et face à ce défi incroyable, les attentes de son peuple qui a fait sa révolution. C'est ça l'équilibre qu'il faut trouver. Alors, Gracien, tout ceci intervient à l'approche des élections législatives et présidentielles qui sont prévues à la fin de cette année. À qui pourrait finalement bénéficier cette crise? Est-ce qu'on a une opposition politique qui se fait entendre dans ce pays? À mon avis, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une grande opposition, parce que c'est comme dans plusieurs pays. L'opposition se trouve dans la société civile. Or, la société civile ne se présente pas. Certainement, je pense, dans plusieurs pays africains, il faudra que la société civile aussi s'implique au moins au niveau des législatives pour intervenir au niveau de la gestion du pays. Parce que la société civile qui est bien organisée, mieux organisée que même des fois les partis politiques, ne se présente pas au niveau des élections. Et on a des gens, des aventuriers politiques, quelqu'un qui redémarre, un populiste, qui arrive au pouvoir, mais qui n'a pas beaucoup de choses à proposer. Mais je pense que cette fois-ci, il y aura une alternance, mais l'alternance dans quel sens? Comme c'est un pays qui est fragile. Mais l'alternance dans le mauvais sens, dans le sens où si le gouvernement post-révolutionnaire successif n'arrive pas à satisfaire l'attente du peuple, c'est les islamistes qui reviennent au pouvoir, qui promettent des monts et merveilles. C'est ça le problème. Le risque, c'est ça. C'est-à-dire on va encore reculer de plusieurs années en arrière. Moi, je crois que le peuple tunisien et la communauté internationale doivent aussi accompagner ce peuple-là pour éviter de tomber dans des gouvernements populistes et islamistes qui vont remettre encore en cause cet acquis démocratique que le peuple tunisien a payé très, très, très cher. Justement, on ne sait vraiment à qui ça va profiter les élections à venir parce que nous voyons des gouvernements successifs qui tâtonnent, qui se cherchent et pendant ce temps, il n'y a pas une opposition et comme vient de le dire M. Gracien, c'est que
c'est un kidam qui va se lever, qui sera populaire, qui viendra, qui n'aura pas aussi les solutions. Mais moi, je pense, pour revenir un peu en arrière, je pense qu'il faut mettre en exergue les recommandations du Fonds monétaire international, quitte à ce que on puisse relancer un peu l'économie et puis trouver de l'emploi pour la jeunesse. Parce que tant qu'on n'aura pas d'emploi pour la jeunesse, je ne pense pas que la Tunisie puisse vraiment décoller de sa situation actuelle. On ne connaît pas vraiment un pays qui a été relancé avec les recommandations du FMI. On a vu en Afrique... Généralement, les recommandations du FMI sont jugées plutôt néfastes pour nos économies. Donc, en Tunisie, c'est le même problème qui se pose. Et pourquoi ne pas essayer cette fois-ci pour voir quand même si... Non, ils ont déjà essayé. Ils ont déjà essayé, c'est ça le problème en Afrique. Il faut commencer à faire autre chose. Il y a des pays, par exemple, qui s'affranchissent de ça, qui arrivent à décoller. Il faut revoir même la notion économique. Ce que nous apprenons dans l'économie, on apprend l'économie qui n'est même plus appliquée aux États-Unis. Les États-Unis, on dit un pays capitaliste, un pays... Mais non, ce n'est plus un pays capitaliste. C'est un pays qui subventionne l'agriculture. Ce qui m'étonne, c'est que vous faites comme si la Tunisie est le dernier des États économiquement parlant et qu'il faut l'apprendre à faire de l'économie. Il n'est pas le dernier. Non. La Tunisie, c'est une des fleurons de l'économie du Maghreb. Voilà. Donc, du coup, la question qu'il faut se poser, c'est que qu'est-ce qui a déstabilisé cette économie et comment aider cette économie à retrouver sa flamboyance. C'est au peuple tunisien et au gouvernement de choisir quels sont les... C'est pas question de peuple de choisir ou pas. La question, le peuple a choisi. Le peuple a choisi la liberté, sa dignité et la démocratie. Maintenant, le peuple a qui doit conduire. Qui a les dirigeants sont pas des non. Mais je vous ai dit, M. Gracien. Non, mais quand même, il faut un Tunisien pour diriger le pays. Ce processus révolutionnaire, il faut le voir à long terme. Les gens ont l'impression que vous pensez quoi? Que la révolution, on change de régime et demain tout fonctionne? Non. On a vu des révolutions qui ont fait 10 ans, 15 ans avant que les États ne se mettent à flot et à partir correctement. Maintenant, si vous voulez réduire ces périodes à très court. Tout dépend des révolutions. Non, que ce soit les révolutions des œillets ou les révolutions de grève ou les révolutions d'Amérique latine. Toute révolution, c'est comme un compresseur, hein, ça va doucement. Et il faut maintenant aider ce peuple-là. Il faut donner le temps à la Tunisie et l'accompagner. Parce que la Tunisie a tout ce qu'il faut économiquement pour retrouver ses lettres de noblesse. Maintenant, le peuple tunisien, il faut l'accompagner. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. Ne bougez pas dans quelques instants. La suite de votre émission.